Oui, donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui est issu en fait d'un article un article de critique d'art que j'avais écrit pour ArtPress sur cette exposition. Et le thème de cette journée d'études me donnait l'occasion de développer une réflexion que j'avais pas eu la possibilité de développer forcément dans un article. Et donc mon propos va se concentrer sur cette exposition Retour sur l'abîme qui s'est tenue à Montbéliard et à Belfort, au 19 à Montbéliard, au Musée des Beaux-Arts de Belfort et dans différents lieux. À l'automne 2015, elle s'est terminée début février 2016. Joseph Beuys, lorsqu'on lui demanda s'il pourrait créer une représentation d'Auschwitz, répondit « Non, on ne peut pas ». Bien sûr que non. Ce qui ne peut pas être représenté, cette image horrible qui ne peut pas être présentée comme une image, mais qui pourrait seulement être présentée dans l'actualisation de son événement lorsqu'il se déroule, cela ne peut être transposé dans une image. Cela peut seulement être rappelé tel qu'il fut à travers une image opposée de sens positif, c'est-à-dire par des hommes écartant cette souillure. Et j'ai commencé par cette œuvre que vous voyez, puisque elle n'intègre pas la question de la preuve, mais elle était présente dans l'exposition. C'est une œuvre aussi par laquelle je terminerai, et qui présente justement cette souillure. L'artiste énonce spontanément l'impossibilité de représenter la Shoah, qui est donc comparée à une souillure, ce qui est déjà, en quelque sorte, une image. Il rejoint donc le refus de montrer la Shoah, qui a été aussi celui du réalisateur Claude Lanzmann, qui ont choisi la parole des témoins. La permanence de cette souillure de l'humanité se manifesterait précisément par cette impossibilité de l'image. Néanmoins, l'image impossible n'est pas l'impossibilité de l'art, ni même de toute représentation. Beuys, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, est quand même d'une certaine manière impliqué dans cette histoire, ce qui le distingue aussi des artistes dont je vais parler par la suite. Beuys réalise d'ailleurs une œuvre intitulée « Auschwitz démonstration ». Il n'est donc pas formulé une interdiction, dimension d'ailleurs à laquelle on peut souvent réduire la célèbre maxime d'Adorno si mal comprise, selon laquelle il est impossible d'écrire de la poésie après Auschwitz. C'est donc pas une interdiction, mais une condition de l'homme et de l'œuvre d'art. La destruction du sujet perpétré à Auschwitz s'accompagnerait de celle de la représentation, et notre condition est de faire avec cette destruction même. On peut ici citer un autre aphorisme d'Adorno, moins connu, mais peut-être plus éclairant pour ceux qui nous questionnent. Depuis la mort du sujet, l'art risque moins que jamais de faire son salut avec un sujet empaillé. Et le seul objet qui serait digne de lui aujourd'hui, l'inhumain dans toute son horreur, se dérobe à lui à cause de son inhumanité et de sa démesure. Donc la mort du sujet, Adorno fait bien sûr référence justement au camp, à la Shoah, et il souligne que c'est le seul objet qui serait digne, mais qui est en même temps qui se dérobe à l'art. Et pourtant, les artistes ne cessent de faire retour sur ce terrible événement, et l'art est indéniablement un lieu où surgit ce trauma de notre civilisation. Depuis une vingtaine d'années, plusieurs expositions ont montré cette persistance mémorielle dans l'art contemporain. On peut citer Burnt Wall à l'Institut d'art contemporain de Washington en 1994, After Auschwitz à Londres en 1995, Nazi Imagery Recent Art au Jewish Museum de New York en 2002, qui est une exposition qui est souvent la plus citée sur cette question, puisque c'est une exposition qui a fait polémique, notamment avec l'œuvre de Zbigniew Libera, qui est le Lego Concentration Camp, qui est un camp de construction, un camp de concentration, pardon, excusez-moi, un camp de concentration en Lego, une boîte de Lego. La récente exposition Retour sur l'abîme, l'art à l'épreuve du génocide en 2015, s'inscrit donc dans cette historiographie, et il s'agissait d'une exposition importante qui réunissait une cinquantaine d'artistes, certains qui ont été assassinés dans les camps ou qui ont été témoins de l'extermination, dont l'œuvre a pu, dans ces cas-là, se développer aussi après-guerre. Et dans cette exposition, il y avait aussi des artistes contemporains. Il y a donc une association de différentes générations qui correspond aussi à différentes relations des artistes à l'égard de la Shoah. Victimes, témoins directs ou indirects, et enfin des générations qui n'ont pas été directement affectées par l'événement
mais qui ne peuvent l'appréhender qu'à travers sa réalité mémorielle. Une telle ouverture temporelle avait déjà structuré certaines expositions précédentes des années 90 sur la Shoah. On peut observer que 20 ans plus tard, l'écart se creuse et prend une signification accrue avec le choix d'ouvrir à des artistes relativement jeunes. Ces démarches se développent en outre dans une période qui voit disparaître les témoins, voire les lieux, tandis que d'autres sont muséifiés. S'intéresser précisément à la catégorie des œuvres les plus contemporaines de l'exposition implique donc de questionner une relation nécessairement faite de distance et qui se construit notamment à travers des représentations. Donc, qui mettent en question la représentation de représentation. Donc, les questions que soulève en quelque sorte cette partie de l'exposition sur laquelle je vais me concentrer, c'est cette distance, cette situation où des artistes ne sont pas témoins et qui se confrontent à cette impossibilité. Et on peut s'interroger sur la récurrence de ce terme, de ce sujet dans l'art contemporain et de ce qui se manifeste aussi dans l'écart qu'il y a entre l'art contemporain, au sens justement de sa contemporanéité, et la Shoah dans son éloignement. L'exposition, plutôt qu'un devoir de mémoire, montre une volonté d'éprouver, c'est-à-dire de se confronter à cet abîme de notre mémoire historique. Elle révèle, par-delà les médiums, les pratiques, une commune volonté de s'affronter à une double impossibilité, celle de l'art et celle de témoigner pour les témoins. On peut rappeler cette phrase de Paul Celan, « Nul ne témoigne pour le témoin ». Et les artistes se confrontent donc à ces deux impossibilités. Face à la Shoah, l'art, bien sûr, ne peut remplir les fonctions qui lui sont traditionnellement dévolues, et aucune circulation du réel à l'imaginaire n'est possible. Un tel sujet ne peut accepter aucun dépassement qui lui donnerait une signification. Ici, la mort n'est pas héroïque, elle ne se sauve pas. Si on pense aux fonctions qu'a pu remplir l'art, la mort n'est ici que destruction de l'homme par l'homme. Mais l'extermination des Juifs et des Tziganes d'Europe met en jeu, avec la plus grande gravité, la question de la vérité de la représentation. Si l'impossibilité de l'image ne désigne pas un interdit, elle renvoie à cette exigence de sa vérité. Or, cette vérité, comme dans toute représentation, met précisément en jeu la relation entre la présence, celle de l'œuvre, et une double absence, celle de la chose représentée et de son sens. C'est finalement ce passage, ce creusement de l'absence dans la présence, qui rend une image de la Shoah impossible pour Beuys, dans la phrase que je vous ai citée au début, puisque pour Beuys, la vérité de cet événement résiderait uniquement dans sa présence totale. La Shoah constitue bien un abîme de la représentation qui remet en cause l'acte créateur et qui se traduit par l'utilisation donc du document, la volonté d'exhiber la preuve et de se situer au plus près de l'histoire. Se situer au plus près correspond à cette problématique de l'écart qui est intensifiée dans le cas des générations d'artistes contemporains. Pour ces artistes, s'éloigner de ces matériaux terribles, privilégier l'imagination, reviendrait à se détourner, mais prendrait aussi le risque d'une falsification. Dans le même temps, cette réalité de l'écart s'impose dans les œuvres qui, en conséquence, se confrontent pleinement à la représentabilité et à l'irreprésentabilité des camps. L'exposition Retour sur l'abîme, donc, nous mettait même pleinement en jeu ces questions, mais sa particularité, je crois, était de ne pas se limiter à juxtaposer des œuvres prenant pour sujet la Shoah, ni même à organiser ces démarches en fonction de différentes catégories, notamment générationnelles, puisque dans l'exposition, photographie, films documentaires, textes d'archives, témoignages étaient mêlés aux œuvres dans le même espace. Vous pouvez ainsi voir des films de Claude Lanzmann, de Michael Prazan, de Volker Kopp. On pouvait aussi lire, à titre d'exemple,
différents documents, notamment un rapport minutieux de constructeurs de camions qui analyse les effets de déplacement de charge de la marchandise sur un train arrière lorsqu'intervient l'opération. En fait, là, on parle du gazage des personnes. Donc, vraiment des documents d'archives qui étaient associés aux œuvres et qui mettaient en jeu, je cite ce document parce que qui mettaient en jeu des événements tout à fait singuliers. D'autres textes sont des textes de déportés, comme des lettres, une lettre d'une enfant à son père, ou des poèmes qui ont été retrouvés sur le corps d'un déporté. Voilà, donc on avait tout cet ensemble de documentation. Et dans l'exposition, qui était elle-même, donc comme je l'ai dit au début, répartie en plusieurs lieux, éclatée, et l'exposition construisait son unité par cette mise en relation des œuvres et des documents historiques relatifs à la destruction des Juifs d'Europe et des Tzigane. Bon, il faut prendre conscience que c'est une exposition vraiment, du coup, imposante, importante et imposante par d'abord les œuvres réunies, mais aussi la somme de documentation qui était présentée. Cette unité s'élabore donc sous la forme d'un montage où le document, l'archive, dialogue avec les œuvres. Donc le terme de montage, je l'emprunte à Georges Didier Huberman, parce que, conformément à ce qu'explique Georges Didier Huberman en citant Walter Benjamin, l'exposition vise à articuler visibilité et lisibilité à travers donc cette association des œuvres et des archives. Loin du devoir de mémoire, elle cherche à sortir ce qu'on pourrait appeler une mémoire saturée, où je reprends cette expression, enfin cette formule à Annette Viviorca, et cherche à sortir d'une mémoire saturée ou figée dans une abstraction de la Shoah, un concept qui serait celui de la limite absolue du pensable, et elle s'éloigne de cela pour saisir l'événement dans sa singularité en liant le voir et le savoir. Alors, Death Hand de Miroslav Balka, qui est un grand volume en béton ouvert d'un côté pour qu'on puisse y pénétrer, était disposé dans un espace central du 19, tandis que sur les murs, des petits écrans diffusaient des documentaires sur les camps. Death Hand, par sa géométrie dépouillée, pourrait être approché d'une œuvre minimaliste, sauf que ce volume correspond à celui d'une chambre à gaz. L'apparente neutralité de la forme se charge donc d'une symbolique tragique qui nous est indiquée par le titre, mais l'expérience que nous faisons de ce volume prend une dimension bien plus terrible en se reliant aux films qui sont projetés à côté. Et donc là, nous avons un exemple de montage qui associe ces œuvres et ces documents d'archives, pardon. L'articulation se fait aussi entre différentes œuvres et les résonances traversent les différents lieux d'exposition. Un autre exemple que l'on peut citer, c'est le film Nuremberg de Sylvie Blocher, qui montre des images du stade de Nuremberg à l'abandon, qui était le lieu de congrès du parti nazi, tandis que, en même temps que ces images, on entend la voix de l'actrice allemande Angela Winkler, qui prononce les noms de victimes du nazisme. Donc faire entendre chacun de ces noms rend les morts à une singularité, à une humanité individuelle dans le présent de leur énonciation que le nazisme a justement cherché à détruire pour enfermer les victimes dans une entité, le juif, la race, qui accompagne leur extermination physique. Cette litanie de noms fonctionne comme une réponse à la phrase de Walter Benjamin « Même les morts ne seront pas en sûreté ». Et c'est cette phrase que l'on trouve à l'entrée même du 19, qui avait été inscrite par Colette Ivrard, donc une autre artiste de l'exposition. Et cette phrase, donc, comme l'indication de cette menace où la mémoire se referme sur ces humanités, laissant par cet oubli l'ennemi triompher. Ce fonctionnement de l'exposition par montage se retrouve au niveau de certaines œuvres elles-mêmes, comme le film de Haroun Farouki, Images du monde et inscriptions de la guerre, dont on a d'ailleurs parlé ce matin, sur lequel je ne vais pas m'étendre, puisque c'est un film qui a été longuement analysé par Georges Didier Huberman
dans Remontage du temps subi, justement pour cette mise en œuvre du montage, comme producteur, le montage comme étant producteur d'une lisibilité de l'image. Donc juste pour rappeler que ce film a pour motif central une photographie aérienne du camp d'Auschwitz qui a été prise le 4 avril 1944 par un avion de reconnaissance américain, sur laquelle les analystes repérèrent les usines, mais pas le camp d'extermination. Et le film est fait d'une succession d'images, la mer, le canal de Hanovre, la photographie aérienne, des photographies prises par les SS qui sont extraites de l'album d'Auschwitz. Et donc ces successions d'images ouvrent le visible par ces renversements de point de vue, ces passages de l'abstraction du camp à la singularité d'un visage. Une autre œuvre que l'on peut citer sur ce principe du montage, c'est le mur d'images qui a été réalisé pour l'exposition par Colette Ivrard. C'était au Théâtre du Granit, cette œuvre. Et Colette Ivrard présente ici une mise en relation d'éléments très disparates, des dessins, des photographies de lieux, des archives, des motifs de bande dessinée, des mots, qui se déploient donc sur la surface d'un long mur d'une manière rhizomatique. Ici, la logique du montage prend pour objet le fonctionnement de la mémoire individuelle et l'éclatement des références qui sous-tendent la construction des représentations personnelles. Cette singularisation par articulation du multiple, à travers lequel l'artiste cherche à élaborer une perception propre, semble se prolonger dans les divers documents qui sont proposés à la lecture par les commissaires d'exposition dans la même pièce. Puisque c'est dans cette pièce qu'on avait notamment les textes dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui mettent en question la limite entre l'œuvre et les documents à disposition. Le montage donc qui s'opère ici au sein de cette exposition et avec les œuvres redonne à l'événement sa lisibilité à partir des singularités qui sont pensées dans leurs relations. Dans ce rapport benjaminien à l'histoire, il n'est pas simplement question de connaissance historique, mais d'éprouver l'événement, de le faire émerger du passé dans l'expérience du présent. Cette émergence déstabilise, agit comme un ébranlement d'un récit qui assigne le passé dans son éloignement. En ce sens, le registre de la preuve documentaire se complète de celui de l'épreuve, c'est-à-dire de la capacité à éprouver l'événement dans la distance du présent. Robert Antelme critiqua durement l'utilisation du terme inimaginable face aux preuves des atrocités, comme le symptôme d'une visibilité qui reste vide et se referme sur elle-même. Le document vise, selon son étymologie, à renseigner et témoigne du crime qui a été commis. Il agit comme preuve, et d'ailleurs, beaucoup des images qui ont été réalisées lors de l'ouverture des camps par les armées alliées ont été faites dans une perspective juridique de témoignage et de procès. Cette procédure de la preuve documentaire s'est heurtée d'ailleurs à l'écriture des témoins, où se manifeste une volonté de figurer l'événement dans la temporalité de l'épreuve, comme l'écrit Georges Didier Huberman. Si les œuvres récentes échappent à la catégorie des témoignages, elles répondent sur des modes divers à cette relation entre la preuve et l'épreuve. Elles mettent en tension la vérité du document qu'elles utilisent et l'écart par rapport à l'événement qu'elles cherchent à éprouver, au sens d'en permettre justement une lisibilité. Vérité et écart, présence et absence à l'événement, preuve et épreuve se nouent dans la représentation qui n'est jamais, comme le souligne Jean-Luc Nancy, simplement une répétition, mais une intensification. Et donc ce sont les modalités de cette tension, de cette intensification, que je voudrais mettre en exergue maintenant dans quelques œuvres de cette exposition. Tout d'abord, la figure de l'absence, de la disparition, vient se marquer directement à l'intérieur des œuvres. Il en est ainsi des dessins de Władysław Stremiński. Donc là, ce n'est pas une œuvre d'un artiste contemporain, bien sûr, puisque c'est une œuvre qui est réalisée en 1945, qui s'intitule « À mes amis les Juifs », mais c'est une œuvre extrêmement forte, où le peintre abstrait intègre, ou plutôt accueille dans ses œuvres, des photographies de Juifs disparus. 60 ans plus tard, cette absence s'exprime dans différentes œuvres, notamment dans le film de Yael Bartana,
Marikos Meri, où au centre d'un stade désert et abandonné à la végétation, un homme jeune s'adresse à 3 millions de juifs polonais disparus, comme à la part qui ne cesse de manquer à la société polonaise. Donc ici, je vous montre une image du film, dans cette œuvre, on n'a pas de document, donc c'est d'ailleurs une des rares œuvres, si on y réfléchit bien, qui ne se rapporte pas à un document, mais qui fonctionne intégralement sur cette absence. Cette mémoire de l'absence, donc, cette mémoire par l'absence, se manifeste aussi dans l'espace. Après une série sur les camps d'internement en France en 2002, Thierry Bernard photographie les lieux des camps d'extermination. Cette série, qui est intitulée « Retour vers », montre à la fois les traces et leur disparition. Dans ces photos apparaissent l'effacement ou le recouvrement partiel des traces par la nature ou l'activité humaine. Dans d'autres photos, c'est la cohabitation de la société contemporaine avec ces traces qui apparaît, procédant parfois à une confusion inévitable entre les signes, leur usage quotidien et les connotations historiques, telles dans les photos que vous voyez ici, l'inscription Belzec sur la gare de la ville. Les photographies révèlent une situation ambiguë où se manifeste à la fois la persistance d'un trauma et un recouvrement par l'oubli. Ici, c'est moins la disparition des personnes que la disparition mémorielle qui est désignée, ou plutôt une mémoire vide, comme ces étendues de terre en marge des zones industrielles. Signes et mémoires vides, c'est cela qui, d'une certaine manière, permet que le camp d'Auschwitz soit mis à égalité avec un paysage de montagne dans un circuit touristique sur un bus. Dans ces représentations se manifeste, on peut dire, un effondrement d'un langage commun qui prendrait en charge cette mémoire, une incapacité à le formuler ou à la représenter. Le film de Sylvie Blocher, donc, dont je vous avais parlé tout à l'heure, Nuremberg, où résonnent les noms des disparus égrenés d'une voix lente et associés au plan des vestiges du stade, fait apparaître l'absence, la disparition, en même temps que l'écart du temps, la distance depuis laquelle ces personnes sont appelées. Faisant cela, la voix de l'actrice, Angela Winkler, ramène chacun de ces individus à une présence éphémère. Sylvie Blocher raconte d'ailleurs que l'actrice ne voulait ni se servir de son métier d'actrice, ni lire ses noms comme un maire devant un monument aux morts. Et finalement, elle a prononcé, alors là je cite Sylvie Blocher, elle a prononcé chacun de ces noms avec une lenteur infinie, comme si la personne était apparue devant elle, passant de l'étonnement à la joie, de la joie aux larmes, des larmes à la stupeur. Et donc, ici, on a une œuvre qui se fonde sur un effacement de l'art, puisque le film est très, très épuré. C'est simplement le refus aussi de l'actrice d'utiliser son métier pour lire ses noms. Donc, une œuvre qui se fonde sur un effacement de l'art et qui ouvre, comme le souligne Jean-Christophe Bailly, à une expérience d'art. Une expérience justement où on retrouve ce passage de la preuve à l'épreuve. Dire, comme dans le film de Sylvie Blocher Nuremberg, ou redire, la répétition répond à ce refus de l'acte créateur, de l'artifice au profit de la vérité. C'est quelque chose qu'on va trouver dans d'autres œuvres. Par exemple, l'œuvre de Pascal Convert qui était exposée dans Retour sur l'abîme. Donc, dans cette œuvre, c'est un grand diptyque, sont de grands diptyques en verre bleu sur lesquels sont écrits des extraits d'un texte en yiddish qui ont été rédigés par un rescapé de Treblinka entre 1942 et 1944. Donc ici, l'artiste ne fait que répéter le document pour le révéler, mais par ce geste, il en montre la dimension d'un patrimoine mémoriel, et même, on peut dire, par ce rôle de l'écrit, qui lui donne une dimension presque sacrée. La répétition, on va la trouver aussi appliquée à la représentation. Alors, c'est le cas de ce dessin d'Adel Abdesemet qui reprend
la photo de l'enfant juif du ghetto de Varsovie dans un tracé très expressif. Titré « Mon enfant », l'œuvre manifeste l'appropriation subjective de l'artiste. Alors là, j'aurais envie d'être plus critique, en tout cas de soulever un questionnement plus critique sur cette œuvre, puisque ici, on a un dessin qui tend à abolir la mise en tension de la vérité et de l'écart pour verser l'événement dans cette subjectivation, en délaissant donc toute confrontation à une impossibilité. Cette esthétisation et cette émotion subjective qui se substitue au tragique même de l'événement est un cas singulier dans l'exposition, et puisque les artistes vont avoir tendance vont affirmer plutôt une véritable distance et le refus, comme je l'ai plusieurs fois mentionné, de l'esthétisation. On pourrait songer, en voyant cette œuvre, à la critique que fit Jacques Rivette du film de Gillo Pontecorvo, le film Capot, puisqu'il a fait une critique très sévère de ce film avec une formule qui est restée célèbre, puisqu'il, dans un article des Cahiers du cinéma, il disait « Cet homme n'a droit qu'au plus profond mépris », justement parce que Pontecorvo, à la fin de ce film, utilisait un travelling qui était un effet esthétique pour susciter une émotion. De manière très, très différente, les dessins hyper-réalistes d'Anthony Véro reproduisent les photographies de gardiennes de camp prises au moment de leur arrestation. De cette reproduction apparaît le mélange de banalité et de monstruosité de ces visages, mais surtout un geste lent, concentré, où l'art est fondamentalement condamné à échouer sur cette réalité. Différente des autres œuvres d'Anthony Véro, la précision et la soumission à la photographie est une manière de nier l'art ou la valorisation esthétique pour l'artiste, qui confie d'ailleurs avoir cherché à se rapprocher le plus possible d'une machine lors de leur réalisation. L'artiste utilise en outre des photographies qui circulent sur Internet. Ces documents, qui ont été réalisés dans une visée juridique, relèvent donc d'un statut aujourd'hui indéfini et peuvent remplir des fonctions plus ou moins troubles. Ces dessins sont donc des représentations de représentations et visent à ressaisir ces visages dans une vérité. Et il est intéressant de noter que cette vérité, par rapport au visage, a déjà été cherchée lors du procès de Nuremberg. Le visage des dignitaires nazis, en effet, était éclairé pendant qu'on projetait les films qui avaient été réalisés justement dans les camps par l'armée américaine et qui donc étaient les preuves de leurs crimes. Donc on projetait ces films, la salle était plongée dans l'obscurité et il y avait uniquement une lumière sur le visage donc des responsables nazis. Où on cherchait donc à déceler une émotion et finalement à déceler aussi une humanité. Chez Anthony Véro, les œuvres fonctionnent sur le mode d'une intensification de la présence de ces figures par l'acte lent de les reproduire pour l'artiste et par leur matérialité graphique qui élève l'abject pour le spectateur. D'où un sentiment ambigu face à ces œuvres. Or, faire le portrait des bourreaux, les soumettre à la représentation, n'est pas sans poser de questions, et se confronte aussi à une forme d'impossibilité. Et alors, on peut l'aborder par différents biais, mais plus profondément, on peut observer qu'à Auschwitz, l'exécution physique s'accompagne justement de celle de la représentation. Il faut savoir que la possession d'un miroir ou d'un dessin par un juif impliquait une mort immédiate. Si exterminé et transformé en objet, vidé de toute possibilité représentative donc, le nazi n'a que le reflet de la mort dans ses yeux. Il ne se voit que dans l'accomplissement de cet anéantissement. Pour Jean-Luc Nancy, l'impossibilité de la représentation de la Shoah relève de cette destruction de la représentation par les nazis eux-mêmes, avec une volonté de présence totale, de surprésence qui s'éprouve dans le spectacle de la mort. Les dessins d'Anthony Véro sont aussi la représentation de cette exécution de la représentation en faisant le portrait de ces bourreaux.
D'où d'ailleurs la dimension mécanique cherchée dans leur réalisation. Anthelme, dans l'espèce humaine, écrit que le bourreau peut tuer un homme, mais il ne peut le changer en autre chose. Les portraits d'Anthony Véraud montrent que cette phrase est d'une certaine manière aussi valable pour le bourreau, d'où le sentiment d'ambiguïté dont je parlais tout à l'heure. Lié à sa victime, le bourreau perd aussi son humanité, mais il ne peut lui aussi se changer en autre chose. Un autre geste qu'il reste à l'artiste et qui était présent dans cette exposition, c'est celui de découvrir, de donner à voir une réalité fantomatique par le biais du document. C'était présent dans différentes œuvres. On peut songer à celle de Dominique Dehaye, qui avait disposé, donc dans une installation faite pour l'exposition, au sein d'une croix gammée, mais qui en même temps reproduisait des boxes d'exposition. Il avait disposé des photographies de salons où se vendaient à Paris les biens spoliés aux Juifs. Alors, je vais avancer un petit peu. Jean-Marc Sérino peint sur verre à partir de photographies documentaires. Et la transposition du dessin sur la plaque de verre est perturbée par les fonds qui donnent aux images documentaires un aspect fantomatique qui correspond à cette relation de présence et d'absence de la mémoire ou de présence creusée par l'absence. Dans ces œuvres de Jean-Marc Sérino, il n'y a pas de rupture avec le reste de son travail, mais on peut observer néanmoins certaines différences, certains choix qui correspondent au positionnement de l'artiste par rapport à la représentation de la Shoah, à la représentation de ces documents. Tandis que dans la démarche de Jean-Marc Sérino, les fonds sont la plupart du temps colorés et viennent modifier l'image selon une forme de subjectivation de la représentation, les œuvres de l'exposition n'utilisent que le noir et blanc, c'est-à-dire une neutralité par laquelle l'artiste se met en retrait. Et le noir et blanc qui correspond d'ailleurs aux photos elles-mêmes, puisque Jean-Marc Sérino utilise toujours des photos en noir et blanc dans l'ensemble de son travail, et la couleur qui intervient dans le fond est donc relève d'un choix, d'une subjectivation de cette image. Et ici, on a donc finalement le refus de cette subjectivation. On peut d'ailleurs opposer aussi ce refus de subjectivation à l'œuvre d'Adèle Adécémède dont je parlais tout à l'heure, qui affirme au contraire cette subjectivation par le dessin, par le titre, Mon enfant, donc je suis un peu passé là-dessus, et par la signature. Bon, on pourrait aussi relever d'autres différences, mais il y a une autre quand même que je vais mentionner, c'est que pour certaines œuvres, Jean-Marc Sérino a utilisé non pas de la couleur, mais une toile où apparaît le sigle de l'armée nazie imprimé. Et donc, dans ces œuvres, il y a une association entre l'image documentaire et une matérialité archéologique, puisque l'artiste a utilisé ici des sacs de l'armée nazie qu'il a récupérés. Alors, il faut mettre en relation donc cette trace archéologique et cette image. On observe que ce sont des images, comme la plupart des images qu'a choisi, comme toutes les images qu'a choisi Jean-Marc Sérino, qui ne sont pas sursignifiantes, où les images ont une forme d'ambiguïté que vient seulement lever la présence de la toile militaire nazie avec son insigne pour nous indiquer finalement le sens de cette représentation. On l'observe dans d'autres œuvres. La gare que je vous ai montrée tout à l'heure évoque immédiatement Auschwitz, même si ce n'est pas la gare d'Auschwitz. Donc dans ces doutes, dans ces associations, se joue une fragilité de l'image, de son sens, qui renvoie au mécanisme mémoriel lui-même. Alors, pour conclure, je vous remonte cette œuvre de Carlos Kušnir, mais cette fois ouverte, et ouverte, elle fait apparaître donc cette Svastika sur un châssis coulissant. C'est vraiment l'œuvre est faite pour ce mouvement d'ouverture et de fermeture. Et donc cette croix gammée qui apparaît après le mot tolérance. Derrière donc cette peinture avec des motifs floraux et une tache marron comme une souillure que évoquait Beuys dans la citation par laquelle j'ai commencé. Donc d'un décor ordinaire et quelconque, agréablement kitsch, mais cela désigne moins une catégorie que la condition générale de notre environnement,
Avec une valeur inscrite comme un poncif, la tolérance, surgit le signe de la destruction de l'homme. Et cette œuvre, donc, ne fait pas appel au document, elle ne relève pas de la preuve et ne cherche pas à représenter, mais elle nous indique cette présence persistante et menaçante du désastre, cette part de ténèbres dont le décor de nos vies nous détourne, mais qui ne cesse d'être là, et qui rend peut-être justement la représentation nécessaire, malgré, mais aussi parce qu'elle est impossible. Merci.